Tu me dis, on y va? Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue pour ce webinaire soins et handicap. On en parle. Voilà, je suis très heureux d'être ici avec vous pour ce premier webinaire de l'année 2025, à quelques jours seulement du 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005, marquante pour les droits et les chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Je vous remercie de vous être rejoints à nous aujourd'hui pour ce webinaire afin d'échanger sur un sujet d'une importance capitale, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Vous pourrez à ce titre proposer vos questions via le chat et nous essaierons d'y répondre après une courte présentation. L'accès universel aux soins est un droit fondamental établi législativement et il est de notre devoir à toutes et à tous de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Une bonne santé, c'est la première condition à l'inclusion dans la société, le prérequis à l'exercice des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Elle se construit avec les personnes pour les rendre pleinement acteurs et actrices de leur santé. C'est d'autant plus vrai que pour les personnes en situation de handicap, les pathologies sont plus nombreuses. Elles consultent en effet plus tardivement, présentent des situations d'urgence plus fréquentes, des problèmes plus complexes et sont plus difficilement touchées par les campagnes de prévention. Or, si le regard sur le handicap a connu une évolution notable, notamment grâce à des lois marquantes, comme celle de 1975 et celle de 2005, 20 ans plus tard, de nombreux défis persistent, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap notamment. Favoriser l'accès aux soins pour ces personnes a un impact direct sur leur qualité de vie. Comme le montre le baromètre de l'accès aux soins Handifaction, les personnes en situation de handicap rencontrent trop souvent des obstacles dans leur parcours de santé. Ces obstacles peuvent être d'ordre physique, organisationnel, financier ou encore liés à un manque de formation et de sensibilisation des professionnels de santé. Des freins sont identifiés, on le sait, un renoncement aux soins faute d'accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap, des situations de refus de prise en charge sur les différents lieux de soins, établissements de santé, en secteur libéral également, pour des consultations spécialisées. La place des aidants, des familles, des proches est encore très peu reconnu comme un véritable acteur de la prise en charge. L'application des recommandations de la Haute Autorité de santé sur les capacités d'autodétermination des personnes et sur la prise en compte de son pouvoir d'agir, des questions du libre choix et des droits. Il est essentiel de rappeler que l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre système santé ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité d'améliorer la qualité des soins pour tous. En adaptant nos pratiques et nos infrastructures, nous créons un environnement plus accueillant et plus efficace pour l'ensemble des patients. Alors, pour y répondre, plusieurs axes d'amélioration ont été mis en exergue. 1, l'accessibilité physique, l'accès à l'information pour que les établissements de santé soient accessibles, quels que soient les types de handicap, moteur, cognitif, etc. La formation en deux des professionnels de santé, elle est importante, en formation initiale comme continue, pour que les professionnels de santé soient formés aux spécificités des soins et aussi garantir aux personnes en situation de handicap une prise en charge adaptée, respectueuse. 3, la sensibilisation et la communication, qui promeuvent une culture de l'inclusion et de la non-discrimination auquel nous tenons beaucoup, évidemment, à l'Agence régionale de santé. Et 4, la coordination des soins entre les différents acteurs du parcours de santé, afin d'assurer une prise en charge globale et cohérente. Ces différents points vont être développés, mais je veux d'ores et déjà souligner que nous avons poursuivi l'accompagnement financier des consultations dédiées en 2024.
Ce sont ainsi 1,6 million d'euros qui ont été versés en 2024 pour offrir aux personnes en situation de handicap un environnement médical adapté avec des professionnels formés. En travaillant avec tous les acteurs du secteur, nous allons poursuivre nos efforts pour lever les freins et les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap lors de leur parcours de soins, car je suis convaincu, et nous le sommes tous, que c'est ensemble que nous pouvons faire en sorte que notre système de santé devienne véritablement inclusif et équitable pour toutes et tous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis maintenant, on va écouter tout le monde et échanger évidemment avec celles et ceux qui le souhaitent. Merci à toutes et à tous de participer à ce webinaire. Merci, Monsieur Bubien. Donc, je suis Élodie Agopian, la responsable du département personnes en situation de handicap à la direction de l'offre médico-sociale de l'ARS. Alors, Monsieur Bubien a rappelé les constats que nous avons pu relever concernant les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans cet accès aux soins. Et donc, pour répondre à ces besoins spécifiques, l'ARS PACA déploie des dispositifs spécifiques tels que HandiConsult. Donc, il y aura une présentation plus spécifique tout à l'heure sur ce dispositif-là. Mais pour autant, même si nous déployons des dispositifs spécifiques, il est important que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier, comme tout un chacun, comme tout citoyen, de l'accès aux soins dans les dispositifs de droit commun, dans les hôpitaux, dans les cabinets libéraux, comme tout un chacun. Et donc, pour répondre à cet enjeu majeur, l'ARS a déployé une feuille de route avec des objectifs très précis, très concrets et prioritaires. Tout d'abord, nous avons un baromètre qui s'appelle le baromètre Handifaction, qui nous permet d'analyser les besoins de ces personnes-là, puisque les personnes en situation de handicap qui ont donc un parcours de soins peuvent témoigner des difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans ce parcours-là. Et donc, ce baromètre nous donne des informations très précises, comme le profil de ces personnes, leur parcours, pouvoir aussi témoigner des difficultés d'accéder à ces soins, des refus qu'elles ont pu aussi rencontrer et des renoncements aux soins par rapport à ces obstacles-là. Et donc, ce baromètre est très important parce que ça nous permet d'identifier ces difficultés-là et de fait de pouvoir bâtir une feuille de route pour répondre à ces constats. L'ARS aussi déploie des actions de formation auprès des professionnels de santé. Donc, il est important que les professionnels de santé puissent avoir une meilleure connaissance de handicap pour lever certaines représentations. On se rend compte aussi que si les personnes en situation de handicap rencontrent des obstacles, c'est aussi qu'il y a cette méconnaissance sur le handicap. Et donc, pour lever ces représentations-là, il est très important que les professionnels soient sensibilisés et formés. Et donc, l'Agence régionale de santé, avec les principaux partenaires, vont déployer des actions très ciblées sur ce sujet. Pour améliorer également l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein des hôpitaux, des référents handicap ont été nommés dans les hôpitaux. Ces référents handicap ont des missions très concrètes pour améliorer le parcours de soins des personnes en situation de handicap. Ce dispositif a démarré en 2024 et les premiers résultats sont très concrets. Le référent, par exemple, a comme mission d'anticiper la venue de la personne en situation de handicap dans l'établissement, d'identifier ses besoins spécifiques, d'assurer la diffusion de connaissances. Et donc ça, c'est très important pour que le parcours de soins se passe sans difficulté et sans rupture dans la prise en charge. Il est important également d'inciter les personnes en situation de handicap de déclarer un médecin traitant. On se rend compte, et grâce au baromètre Handifaction, que 60% des personnes en situation de handicap qui n'ont pas de médecin traitant n'ont pas pu être soignées correctement. Et donc, il est important qu'on puisse diffuser, en lien avec l'assurance maladie, des campagnes de communication pour inciter les personnes en situation de handicap à déclarer un médecin traitant. Il est important également d'améliorer la prévention. Et donc, nous travaillons pour coordonner le parcours. Par exemple, une action très concrète, nous déployons des plateformes de coordination qui permettent de repérer le plus précocement possible les signes, des signaux de troubles du neurodéveloppement, par exemple, de repérer, de diagnostiquer le plus rapidement possible et de fait d'accompagner le plus précocement possible. Une action également très concrète en termes de prévention est l'accès à la prévention aux soins pour les femmes en situation de handicap. Et donc, l'ARS PACA déploie depuis l'année dernière le dispositif HandiGynéco.
Ce sont des sages-femmes libérales qui interviennent au sein des établissements médico-sociaux pour apporter pour faciliter l'accès aux soins des femmes en situation de handicap. Ces sages-femmes, pardon, accompagnent et apportent les soins nécessaires. Enfin, action concrète de l'ARS PACA, c'est aussi d'inciter le déploiement de la télémédecine pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap qui sont les plus isolées, qui ont des difficultés aussi à se déplacer, et la mise en place dans certains départements d'équipes mobiles. Donc, je peux citer par exemple l'équipe mobile de la clinique Bonneveine et l'équipe mobile qui s'est déployée aussi dans le Var. Donc voilà, ce sont des actions très concrètes qui vous permettent d'apprécier les actions de l'ARS PACA en matière d'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc, je laisse la parole à Madame Bonjardini, docteur Biga. Bonjour à tous, donc Sandrine Bonjardini, donc je suis responsable adjointe département PHPDS et référente régionale sur le volet des TND. Donc ce qu'on peut dire sur le dispositif d'HandiConsult, c'est qu'effectivement il aide les personnes en situation de handicap à accéder à des soins courants, mais aussi des consultations spécialisées et permettre aussi la mise en place d'un suivi médical. Il est important de souligner que ces dispositifs sont très bénéfiques, surtout pour la prise en charge des situations les plus complexes qui nécessitent un accompagnement adapté et individualisé. Alors, nous avons souhaité couvrir toute la région PACA de ces dispositifs dédiés. Donc, ainsi, tous les départements disposent d'une consultation dédiée. Alors, en dehors, à ce jour, des départements alpins. À cet effet, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour trouver un porteur, un candidat pour porter ces consultations. Nous avons le jury qui se réunit fin janvier à l'ARS et donc on espère bien avoir un candidat qui déploie ses services au niveau des territoires alpins. Alors donc à ce stade, nous avons 2 consultations dédiées dans les Bouches-du-Rhône. Une dans le Var et une dans le Vaucluse. Et les porteurs sont soit des hôpitaux, soit des centres de santé. Comme l'expliquait le docteur Bica, l'objectif est bien de faciliter l'accès aux soins, notamment par des équipements, j'allais dire, adaptés, aussi une préparation pour les consultations. On peut parler notamment des visites blanches qui s'organisent, qui sont des visites pour permettre, avant les examens, de préparer les personnes en situation de handicap et bien sûr mieux prendre en compte aussi leurs douleurs. Et l'objectif, c'est l'organisation autour de ce dispositif HandiConsult afin de réduire les délais d'attente, l'objectif étant que la personne puisse être prise en charge le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on observe depuis ces dernières années que les dispositifs HandiConsult contribuent aussi au partage de leur expertise et viennent, j'allais dire, contribuer à la sensibilisation d'une manière globale des professionnels de santé sur les territoires dans l'objectif d'améliorer les pratiques et de faire en sorte que les personnes soient mieux prises en charge au quotidien. Alors, comme le disait en introduction monsieur le directeur général de l'ARS, on a encore un grand nombre de personnes, quasiment 25%, qui ont finalement un renoncement aux soins, comme le témoigne le baromètre Handifaction. Alors, nous avons vraiment pour objectif de diminuer ce taux de renoncement. Alors, pour l'heure, les établissements médico-sociaux connaissent bien l'existence de ces consultations dédiées. Ce n'est pas forcément le cas pour les personnes résidant à domicile. Donc, vraiment, notre but, c'est d'améliorer la lisibilité de ce que nous proposons. C'est vrai que souvent, l'ARS propose beaucoup de dispositifs, mais qui sont mal connus par le public. Donc, c'est aussi le but de ce webinaire que de faire connaître ces dispositifs. Alors aujourd'hui, les centres HandiConsult collaborent avec de nombreux acteurs du secteur sanitaire et médico-social. Ce sont effectivement leurs atouts. On peut également citer donc la charte Romain Jacob qui vise à améliorer l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, cette charte retrace les engagements de l'ensemble des professionnels de soins. Elle est relayée par de nombreux partenaires sur les territoires et signée par de nombreux acteurs. Et c'est vrai qu'on voit aussi des initiatives intéressantes qui sont mises en place, notamment par les centres HandiConsult,
pour créer une communauté régionale des centres Handiconsulte, ce qui permet aussi de partager les savoirs, de partager les compétences et de permettre d'améliorer, j'allais dire, encore plus les pratiques. Alors, l'un des points de cette charte Romain Jacob, c'est le rôle des aidants dans justement l'assistance à ces consultations. Pour illustrer cela, nous allons vous diffuser un film réalisé au sein du centre hospitalier Toulon-La Seigne, du centre de consultation dédié à Viso. Alors, je m'appelle Anaëlle, je suis la maman de 4 enfants, dont 2 ont des troubles de la sphère autistique, un grand, presque adulte, et une petite fille de 8 ans. Je suis Brigitte Delaguila, j'ai 3 enfants. Mon deuxième enfant est porteur de trisomie 21, mais plus les années passées, plusieurs handicaps surajoutés. On pensait qu'il avait effectivement un petit peu des signes autistiques. On est rentré dans le milieu associatif par rapport à la trisomie de mon fils. Et on est resté un peu focalisé sur finalement l'handicap principal de Maxime. Maintenant, il a 34 ans, mais plus les années passent, vu qu'il est pâle, on voit bien qu'il a quand même un handicap plus lourd que les autres, puisque moi je côtoyais beaucoup évidemment d'enfants trisomiques et je voyais bien que la différence commençait à bien se forger. Martine Lay, j'ai l'honneur et le privilège d'être la mère de Baptiste, qui a 37 ans aujourd'hui, qui a, je résumerai, c'est une belle âme dans un corps de souffrance. Toute la 3e année, le développement psychomoteur était quasi normal, hormis ces crises d'épilepsie. Ça pouvait être n'importe quand, le jour, la nuit. Et de convulsions fébriles, on est passé sur une épilepsie primaire et une épilepsie sévère non stabilisée. Donc le parcours du combattant, les hôpitaux le jour, la nuit, les crises à n'importe quel moment de la nuit aussi. Et nous, on était complètement démunis parce qu'on ne savait pas. Avec mon fils aîné, notamment parce que quand il était petit, il a vu des professionnels, il a eu besoin d'avoir des points lors d'une chute à vélo. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Et c'est vrai que les professionnels pouvaient facilement prendre ses réactions exacerbées pour des caprices. En lui disant ça suffit maintenant, calme-toi, et puis t'en fais 10 tonnes, ça fait pas si mal que ça. Ce qu'on peut entendre, il y a des fois en fait, c'est pas forcément la douleur ressentie, mais c'est tout le contexte, l'environnement qui est anxiogène et qui fait que l'enfant va réaction justement très intense. L'expérience était encore plus difficile du fait de cette méconnaissance de l'autisme et des manifestations qu'on peut avoir dans des moments d'anxiété. On n'avait pas toujours affaire à des personnes conciliantes. J'ai des souvenirs, par exemple, où d'entrée, on arrivait, la personne, même pas bonjour, et nous disait, en voyant Baptiste, l'examen va pas être possible. Grâce à une éducatrice qui est venue le voir à la maison en consultation, elle m'a dit il faut absolument que vous vous mettiez dans le réseau Handiconsulte par le biais de Aviso. Et on a vu des médecins qui ont pris en charge complètement Maxime. J'ai connu Aviso auprès du pédopsychiatre de mes enfants et c'est vrai assez tardivement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, que ce soit à la pharmacie ou à d'autres professionnels de la santé, très peu ont connaissance de ce dispositif. On l'a connu par l'infirmière de l'établissement où est Baptiste. Elle les a appelés et elle nous a mis en relation avec Handiconsulte. Et Handiconsulte nous a rappelé dans la foulée et on a pu se mettre en lien et le lien est toujours là puisqu'on a besoin d'eux régulièrement. Quand j'ai réussi à avoir ce réseau derrière moi, on s'est senti en confiance. Et même les médecins venaient carrément nous aider, surtout pour scanner un truc comme ça. Nous, on n'arrive pas. Et je veux dire, ils étaient tout le temps présents. On pouvait téléphoner, ils étaient là. Enfin, à chaque difficulté, ils ont été là. Et nous, maintenant, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir connu ce service, vraiment. La prise en charge rapide, pas d'attente,
Et ça, c'est important parce que lorsqu'on arrive avec un enfant qui est stressé parce qu'il va recevoir des soins, eh bien, si le temps d'attente est très très long, le stress monte davantage. Et je pense à mon fils aîné, ça aurait pu même entraîner chez lui une résistance en mode non, non, je me sens plus. Alors que quand on arrive et que ça se fait rapidement, finalement, il n'y a pas trop le temps de trop y réfléchir et de sentir monter le stress. Et après, ils prennent aussi les choses en main pendant l'examen. Il y a souvent besoin pour Baptiste d'une prémédication. Et pareil, on avait un médecin qui s'en occupait parce que de par le traitement qu'a Baptiste, même avec une prémédication, c'est franchement pas facile. Et sans aviso, il n'y avait pas de solution. On peut se sentir assez seul et isolé et incompris aussi. Là, je sais qu'au besoin, j'ai une équipe de professionnels autour de moi qui peuvent faire partie de l'équipe. En fait, on peut faire équipe avec eux dans la prise en charge de nos enfants. On se sent un peu moins démunis. Dès qu'on a connu le service, quand on est sorti, mon mari m'a dit « Mais pourquoi on n'a pas atterri là depuis tant d'années qu'on cherche effectivement des réponses ?» Et à chaque fois qu'on en a besoin, on les appelle, ils nous cherchent des solutions. Ils font au mieux tout le temps. Et c'est ce qui est vraiment agréable parce qu'on sait qu'enfin, on peut compter sur quelqu'un et on n'est pas tout seul. Donc, on laisse la parole aux professionnels d'Aviso. Si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Je me présente, docteur Laurence Pernis. Voilà, je suis médecin sur Aviso HandiConsult. Quoi de dire de plus que ce que vous avez déjà dit en introduction et de ce que ont témoigné les patients. Bien sûr, c'est un point sur lequel je voulais m'attarder, c'est ce que disait en dernier cette maman, en disant pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu HandiConsult plus tôt, parce que je pense que aussi, il a fallu le temps de l'installation, il a fallu le temps de la maturation de ces dispositifs, et chacun de ces dispositifs, on a chacun appris en marchant. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord s'inscrire dans les établissements sanitaires, il a fallu se faire connaître, il a fallu convaincre nos partenaires d'installer du matériel adapté, un fonctionnement spécifique. Et voilà. Donc ça, maintenant, je crois que la maturité est quand même là. Et nous avons quand même beaucoup plus de leviers d'action. Et je pense que la connaissance du dispositif va croître. Bien sûr, la mission des HandiConsult, c'est faciliter l'accès aux soins, jouer en quelque sorte le rôle de médiateur entre le service, les dispositifs de soins en milieu ordinaire, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient hospitaliers, et la personne avec un handicap, en particulier lorsque la personne est empêchée de par des troubles de la communication, des troubles des interactions sociales. Et au cours de du fait de ces handicaps qui sont souvent complexes et très lourds, il s'agit tout d'abord de repérer, bien sûr, il y a des axes essentiels, c'est repérer la douleur, recevoir les personnes lors d'une consultation initiale qu'on appelle consultation blanche, de manière à envisager une prise en charge globale, qui est bien sûr somatique, mais qui aide à repérer également les fragilités des personnes avec handicap, mais également des aidants, parce que les aidants sont souvent en grande difficulté personnelle, et il est important d'avoir une connaissance également médico-sociale de manière à pouvoir leur apporter des pistes d'appui, de prise en charge, d'orientation. Voilà. Il faut également donc la douleur, la consultation blanche. Un des axes aussi assez spécifiques aux consultations dédiées, c'est les séances d'habituation aux soins. Parce qu'il s'agit aussi, au-delà de réussir un acte technique ou de poser un diagnostic, il s'agit en même temps d'aider les personnes avec handicap, quel que soit leur niveau de compétence cognitive ou d'autonomie, à se familiariser avec les soins et à ne plus redouter une approche soignante. Donc, l'habituation aux soins participe en même temps
de la familiarisation et en même temps de l'adhésion de la personne et du consentement de la personne aux soins. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel sur le plan éthique. Alors, il y a également, vous évoquiez tout à l'heure qu'il faut adapter sur le plan technique. Il s'agit d'aller plus loin à chaque fois sur le plan technique pour adapter les capacités de diagnostic et de prise en charge au handicap, en particulier développer, se rapprocher de plus en plus des secteurs d'anesthésie et du bloc opératoire pour pouvoir effectuer des diagnostics, des examens sous anesthésie générale. Voilà, ça, c'est une marche importante dans l'activité des handiconsultes. C'est également donc sensibiliser les soignants parce que c'est avec l'appui des soignants des services spécialisés que l'on arrive à réussir un parcours, une continuité de parcours. L'expérience nous montre que d'avoir travaillé, sensibilisé l'équipe de radiologie nous permet de faire des IRM dans des bonnes conditions avec une sédation consciente. Le partenariat, le travail fait avec l'équipe de l'unité de chirurgie ambulatoire montre que l'hospitalisation de jour se passe beaucoup mieux maintenant lorsque l'on prépare, on repère un patient en situation de handicap avant son admission et que l'on peut l'accompagner tout au long de son hospitalisation. C'est également, bien sûr, avoir des moyens alternatifs de recours aux soins, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la téléexpertise, bien sûr, avoir un réseau de spécialistes qui acceptent de répondre rapidement à nos sollicitations. Et également les dispositifs aller vers. Voilà, c'était au départ, ça ne paraissait pas évident, y compris pour les établissements médico-sociaux. On se rend compte maintenant que par manque parfois de personnel, ils ne sont difficilement en capacité de se déplacer, surtout lorsqu'il s'agit de faire une consultation blanche, et quelquefois d'aller dans ces établissements, d'évaluer les situations, de voir le plan, le parcours de soins qu'il va falloir anticiper. C'est quelque chose de très efficient, on peut dire, hein. Positif pour tout le monde, aussi bien pour l'équipe des soignants que pour la personne. En tout cas, il est certain qu'il ne faut pas se substituer au milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer une filière handiconsulte avec des examens spécialisés dédiés à ces personnes, mais il s'agit au contraire d'essayer de les amener le plus possible en les accompagnant, hein, avec un niveau d'accompagnement plus ou moins important, en les accompagnant le plus possible vers le milieu ordinaire, que ce soit le milieu ordinaire en libéral, ou que ce soit le milieu ordinaire en milieu hospitalier. Voilà, ce qui a un double effet qui se coule, si je puis dire, c'est d'une part de ne pas mobiliser des spécialistes sur des temps qu'ils n'ont plus, en venant expressément sur une consultation dédiée alors qu'ils sont par ailleurs très sollicités, et en même temps de sensibiliser l'ensemble des services et l'ensemble des consultations, et également parfois l'ensemble du public qui fréquente ces consultations à la question du handicap. Donc, c'est effectivement l'accès aux soins des personnes avec handicap est un enjeu majeur de santé publique, et en développant des solutions adaptées, en renforçant la coordination, hein, entre ces différents acteurs, il est possible d'améliorer significativement la qualité de vie de ces personnes, de favoriser leur inclusion dans la société et, comme le disait M. Bubien, d'améliorer la qualité des soins pour l'ensemble de la population. Un petit mot sur notre communauté régionale. Effectivement, la communauté régionale existe depuis quelques mois maintenant, et nous sommes tous contents de pouvoir échanger sur nos compétences, nos manques et les dispositifs que nous avons chacun mis en place. Nous avons tous des moyens, des façons différentes de fonctionner, avec des moyens différents, et on s'enseigne les uns les autres sur ce que l'on peut développer. Voilà, en plus de se soutenir quand on est confronté à des échecs. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, écoutez, moi, on est là et on peut répondre à vos questions.
Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On souhaite faire de ces moments des moments d'échange. C'est pourquoi on va essayer de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Alors, répondent les personnes qui savent le mieux. Peut-être que Louise, tu peux nous lire les premières. Alors, on a une toute première question de Véronique Capel qui demande comment on peut accéder aux formations. Alors, pour les formations des professionnels de santé, ce sont des actions que nous devons mener avec les URPS et les ordres des professionnels, de pouvoir lancer des campagnes d'action de sensibilisation et de formation. Si on est plutôt sur les professionnels des établissements de santé, c'est, je pense, tout le rôle avec les référents handicap dans les hôpitaux, de pouvoir sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé. Donc voilà, tout dépend quels sont les professionnels de santé concernés, mais et puis il y a aussi, là on parle de formation continue, mais aussi sur la formation initiale, c'est très important de pouvoir sensibiliser les futurs médecins. Et donc, il est important de pouvoir intervenir, par exemple, au sein des facultés de médecine. Et donc là, c'est tout un travail que nous menons avec les doyens. Et hop. J'ai connaissance, parce que lorsqu'il y aura la formation des référents handicap, ces formations vont être également ouvertes aux professionnels des établissements médico-sociaux. Voilà. En tout cas, ça peut être l'opportunité pour sensibiliser l'ensemble des professionnels et aux autres professionnels de santé également. Voilà. Mais après, ça dépendra des places disponibles. Mais je pense que ça sera largement ouvert. Merci beaucoup. Sur Handifaction, on a deux questions. Une première de Raphaël Curti qui demande si l'enquête Handifaction a exploré l'accès à la santé mentale et si oui, quelles sont les remarques concernant l'accès aux soins de santé mentale pour les personnes avec un TND sévère. Alors, oui, effectivement, le baromètre Handifaction explore toutes les spécialités, dont la santé mentale. Alors, en fait, le baromètre Handifaction est disponible en fait à tout un chacun en allant sur le site. On tape Handifaction PACA et on trouve tous les chiffres. Alors là, je ne les ai pas sous les yeux, mais je ne pourrais pas vous dire le taux de refus de soins dans ce cadre-là, mais il y en a, ça c'est sûr. Le chiffre, il suffit d'aller sur le site et voir quel est le taux de renoncement aux soins dans cette discipline. Alors, sur Handifaction, deuxième question, on nous demande si les données d'Handifaction sont croisées avec les données de la MAS, de la CEPAM. Est-ce qu'on peut laisser peut-être Maxime Beltier répondre ou nous, je ne sais pas. En fait, oui, bonjour à tous. Du coup, la réponse est oui, parce qu'en fait, effectivement, le baromètre du coup, est mis aussi en œuvre par l'assurance maladie. Donc, ce sont des données qui sont effectivement intégrées dans le travail de l'assurance maladie. Et ensuite, les éléments de la masse sont des éléments d'accompagnement des assurés, des patients. Donc, du coup, effectivement, il y a ce lien qui existe entre tout ça. Alors, on a aussi plusieurs questions de personnes qui demandent les coordonnées. Donc, je l'ai précisé sur le chat, mais on va envoyer à l'issue du webinaire un document récap avec toutes les coordonnées. Alors, une autre question. Les personnes et les aidants ne pourraient-ils pas contribuer à la sensibilisation des soignants en ville à l'existence de ressources pour favoriser l'accès aux soins en dispensant de supports de communication sur HandiConsult, etc. Donc, plutôt une remarque qu'une question, finalement. Oui. Est-ce que Ah oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Oui, effectivement, c'est ce que la maman qui a témoigné nous inspirait, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se servir entre guillemets des patients comme ambassadeurs en fait auprès que ce soit des pharmaciens, des médecins et également peut-être des CCAS par exemple. Hein. Je crois qu'il y a les acteurs des collectivités locales sont vraiment à mobiliser, comme on le fait avec les CPTS, par exemple. Mais il y a un gros travail de communication, d'affichage qui reste à faire.
je pense qu'avec le travail en partenariat avec nos confrères médecins spécialistes va aussi aider à développer la connaissance. Une autre question sur la sensibilisation des professionnels des établissements médico-sociaux, sanitaires et médico-sociaux, aux questions de santé, de prévention. La santé, ce n'est pas que l'affaire du sanitaire. Alors en fait, sur ce point, on a par exemple des actions spécifiques. Alors on en a parlé tout à l'heure, notamment donc Handigynéco. Le but est d'aller vraiment faire de la prévention, du dépistage au sein même des établissements médico-sociaux. Donc là, on a vraiment une action ciblée, mais on est aussi en train de mener des actions sur sur le cancer dans les établissements médico-sociaux. Donc voilà, on est en train de mener un certain nombre d'actions. Et alors, pour compléter les propos de Dr Biga, il y a aussi un certain nombre de formations qui se déploient, qui sont par exemple aussi pilotées par le CREA-IPACA notamment. Il y a toute une partie sur le volet de la prise en compte de la douleur et de pouvoir détecter les signes qui pourraient de fait entraîner des troubles du comportement parce que, par exemple, une personne qui est dyscommunicante, si elle a des douleurs qui ne sont pas révélées, ça peut engendrer un certain nombre de difficultés de comportement défi. Et donc, voilà, il y a tout un champ de programmes qui sont dédiés spécifiquement sur ce sujet-là. Juste pour compléter sur le volet handiconsulte, effectivement, on voit aussi qu'il y a un soutien des dispositifs handiconsulte vers les ESMS, notamment pour tout ce qui relève, j'allais dire, des actes de soins de premier recours qui peuvent être faits, j'allais dire, en établissement médico-social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément, effectivement, de personnes accompagnées sur les centres handiconsulte qui relèvent des établissements médico-sociaux à l'heure actuelle. Majoritairement, on va dire. Donc, effectivement, il y a tout ce travail de lien et j'allais dire l'expertise des centres handiconsulte qui peuvent apporter aussi leur contribution aux professionnels des établissements médico-sociaux. Oui, tout à fait. Il y a aussi en parlant des dispositifs mobiles, il y a le dispositif Handident qui est maintenant bien repéré par les professionnels des établissements médico-sociaux. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment que les handiconsultes aillent vers. Ça, je crois que aillent hors les murs parce que c'est la meilleure façon de promouvoir également la prévention. Je crois que tout ce qui concerne l'alimentation, l'hygiène dentaire, l'hygiène générale, etc., c'est quelque chose, il faut aller vers les professionnels de santé et leur faire partager le fait que la santé, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des soignants. Question du DAC 13 Sud qui nous demande s'il faut avoir une reconnaissance MDPH pour bénéficier de ces services. Alors, à notre connaissance, non. Peut-être je vais laisser la parole au personnel d'Aviso, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'une notification MDPH pour pouvoir bénéficier de ce type de consultation. Alors, je dirais que les personnes qui arrivent chez nous, de toute façon, se reconnaissent comme personnes handicapées, donc c'est vrai que la question ne se pose pas. Maintenant, on ne va pas, si une personne se présente avec des difficultés d'accès aux soins, même si on ne va pas exiger d'elle un passeport, MDPH. Si l'on perçoit que cela relève peut-être du secteur ou psychiatrique ou social, à ce moment-là, on va réorienter la personne. Mais en général, les personnes qui arrivent là, naturellement, ont déjà conscience, sont déjà naturellement, je peux dire, conscientes du fait qu'elles sont porteuses de handicap. Et nous n'avons pas ni de vocation à vérifier, ni de nécessité à vérifier. Savez-vous s'il existe un service ophtalmologique dédié aux enfants en situation de handicap? Sinon, c'est existant. Ouais. Chez nous, non. Non, sur Toulon, on n'a pas de. Non, il y a une consultation pour les enfants, mais pour l'instant, on n'a pas avec le docteur. Mais on ne peut pas avoir accès. Mais on Évidemment, on n'a pas besoin de nous. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas pu vraiment avoir un accès très. On cherche sur les libéraux, nous, pour l'instant. Oui, voilà, on va chercher vers les libéraux. Tout à fait. C'est en cours. En fonction des enfants qu'on reçoit,
soit les établissements, les structures. On a déjà fait plusieurs ophtalmos, parce que nous, on travaille essentiellement avec l'existant, c'est-à-dire tout ce qui est sur l'hôpital de Sainte-Mus. Et on a bien des consultations d'ophtalmologie où nous sommes là à la Seine-sur-Mer, mais ils ne font pas les enfants. Donc, on s'était proposé, on s'est présenté, on a présenté le service en expliquant au médecin qui fait les consultations d'ophtalmo-pédiatrique si elle avait besoin de nous, comment ça se passait pour qu'on puisse les familiariser. Ce jour, après plusieurs échanges, ouais, peut-être qu'elle est occupée, elle va nous répondre peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Et voilà, on essaye. Donc, on va s'orienter vers le libéral. Voilà, on cherche. Mais on va trouver. Pour l'instant, on débute des familiarisations pour les consultations d'ophtalmo, mais sur la Seine. Deux dernières questions sur les établissements de santé. Alors, on nous demande si les établissements de santé doivent bénéficier d'un référent handicap. Et la deuxième question, pour les établissements sanitaires souhaitant développer une filière dédiée aux soins de personnes en situation de handicap ou des modalités type infirmière dédiées à l'accueil des rendez-vous programmés et non programmés des personnes en situation de handicap, des appels à projets ou autres modalités de financement sont-elles prévues en 2025? Bonjour, Sophie Beretti, chargée de mission à la direction de l'organisation des soins et notamment référente PACA des référents handicap dans les hôpitaux. À ce jour, nous avons 95% d'établissements participant au service public hospitalier qui bénéficient d'un référent handicap. Tous les établissements doivent en être pourvus, ce qui permet de faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et concernant la deuxième question, Alors, sur la filière, vous avez bien compris la question, c'est de savoir s'il y a des filières spécifiques ou en tout cas des appels à projets qui auront lieu pour la mise en place de filières spécifiques. Alors, à ce jour, il n'y a pas d'appel à projet défini, mais on prend note. L'idée aussi du rôle aussi des référents, c'est de déployer, de définir des politiques au sein des établissements. Et donc de nous faire remonter aussi les besoins. Donc, on peut très bien imaginer participer, contribuer à la mise en place de ce type de filière. Donc, preneur pour récupérer les besoins. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire, ce premier webinaire de l'année. Vous l'avez compris, hein, l'accès aux soins pour toutes et tous sur tous les territoires, c'est la priorité de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à celles et ceux très nombreux qui ont participé à ce premier webinaire. Merci infiniment à celles et ceux qui travaillent sur ces sujets difficiles. Je pense bien sûr ici à l'Agence régionale de santé, mais également dans les délégations départementales de l'agence. Je pense aussi aux professionnels de santé, aux professionnels du médico-social, aux professionnels du handicap, aux associations qui travaillent énormément avec nous sur tous les sujets. Évidemment aux médiateurs et à tous les acteurs, les collectivités territoriales qui sont engagés sur ce sujet du handicap. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire à l'Agence régionale de santé. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.